Jacques Rocher, bonjour. Donc vous êtes à Rio du 15 au 23 juin, à l'occasion du Sommet de la Terre, en tant que président d'honneur de la Fondation Yves Rocher. Nous allons être en direct avec les internautes sur le site de la Fondation Yves Rocher pour comprendre les raisons de votre présence à Rio. Les internautes sont nombreux à nous poser des questions et on pourra hélas pas toutes les traiter, mais on va essayer d'en traiter un maximum. On va commencer par Rio plus 20, le Sommet de la Terre. Et une première question d'Amandine. Jacques, qu'est-ce que c'est que le Sommet de la Terre? Le Sommet de la Terre, d'abord le premier Sommet de la Terre a eu lieu en 1972 à Stockholm, le deuxième à Rio. Là on fait un Sommet de la Terre Rio plus 20, c'est pas simplement pour dire c'est les 20 ans, c'est aussi pour dire ce que l'on va faire pour les 20 ans qui viennent. Quand je dis ce que l'on va faire, c'est à la fois les États, la société civile, pour gérer le mieux possible notre maison commune. Donc ça c'est un très vaste sujet. C'est ça la raison du Sommet de la Terre, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réduire notre impact sur l'environnement, et je parle nous tous humains, c'est-à-dire notre impact sur le climat, et sur les océans, etc. Donc voilà, et vous, vaste sujet. Donc une question de Mathilde, vous faites quoi concrètement à Rio? Je trouvais que j'y étais il y a 20 ans, donc nous y sommes pour deux raisons. La première au titre de la marque Yves Rocher. La marque Yves Rocher a développé la cosmétique végétale et nous utilisons des matières premières végétales et nous intervenons dans ce qu'on appelle des side events, qui sont des formes de conférences dans le cadre des Nations Unies pour montrer tout le travail qui est fait sur la traçabilité de nos filières végétales. On travaille avec différents intervenants et nos matières végétales proviennent de différents endroits de la planète. Il est important de montrer aussi tout le travail qui est fait entre le monde industriel et puis les personnes qui récoltent localement. Et donc on travaille aussi donc dans ce cadre-là au niveau des Nations Unies. D'autre part, au titre de la Fondation Yves Rocher, j'ai signé une convention avec une ONG brésilienne qui s'appelle Onda Verde pour continuer à développer notre programme de plantation d'arbres. On a un objectif de planter 50 millions d'arbres et cette association Onda Verde fait un travail absolument extraordinaire, à la fois en matière d'éducation, ça je pense que c'est fondamental, de semer des graines aussi dans l'esprit de tout le monde, mais je pense des jeunes, et puis aussi tout un travail de plantation d'arbres. On reparlera justement de la plantation d'arbres dans notre deuxième partie. Stéphanie nous demande si vous avez rencontré d'autres acteurs emblématiques à Rio. Ah oui, j'ai rencontré ce président de cette association, de la Verde, j'ai rencontré Edgar Morin, j'ai rencontré Brice Lalonde qui est chargé au niveau des Nations Unies d'organiser justement ce Sommet de la Terre. J'ai rencontré des personnes de la société civile, des personnes au niveau politique, diplomatique. C'est ça qui est intéressant dans ce Sommet de la Terre, c'est qu'à un moment donné, on rencontre des gens aussi de façon improbable. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'aller... De façon informelle? Oui, informelle, improbable, et qui font que j'ai rencontré hier Jacques Rochery, qui est un fantastique architecte marin et qui a pour objectif de créer le Sea Orbiter pour étudier J'ai rencontré Yann Arthus Bertrand qui fait pendant cette semaine un festival des films liés à l'environnement. Bon, voilà, et je pense que ça aussi c'est intéressant parce que ça donne de l'énergie aussi dans ce que l'on fait. De rencontrer des gens, on n'est pas tout seul. Voilà, on voit qu'on n'est pas tout seul. Alors justement, Jocelyn nous demande, est-ce vraiment utile de participer à ce sommet? Est-ce que cela fait vraiment avancer la cause environnementale? Je pense qu'elle le fait avancer parce qu'à un moment donné, des chefs d'État, des industriels, des ONG sont là. Après, il y a les difficultés liées à ce monde qui est en évolution, à cette consommation qui est mondiale. Donc ça, c'est un autre sujet, je dirais. Mais c'est vrai que le fait de se retrouver, souvent, quand on ne participe pas à ce genre de manifestation, on se dit à quoi ça sert. Et moi, pour y être allé il y a 20 ans, ça m'a énormément servi d'abord pour défendre mes propres convictions et pour rencontrer des personnes qui m'ont fait avancer.
Donc je crois que c'est... Souvent on se dit « Ah, ça ne sert à rien », fondamentalement, et en même temps, même si c'est parfois limité, ça permet quand même de faire des avancées au niveau de la protection de l'environnement. Mais c'est un vaste sujet. Hein. Peut-être pas au niveau des États, mais en tout cas les rencontres informelles dont vous parliez peut-être font avancer les gens individuellement et au niveau de leur activité pour la cause environnementale dont parlait Jocelyn. Alors il y a Inès Delorme qui nous dit « Les politiques parlent déjà d'échec pour le sommet de la Terre ». Alors comment un industriel peut-il en faire un succès à son échelle? Justement, on rebondit un petit peu sur... Je crois qu'encore une fois, nous sommes une entreprise, à notre niveau on agit. Donc, encore une fois, c'est pas nous qui allons changer le monde. Mais on a les capacités à notre niveau d'agir. Moi, c'est ça qui me motive. L'entreprise Yves Rocher, c'est 15 000 personnes à travers le monde. Si j'arrive aussi à les motiver, toutes ces personnes, pour nous transformer, pour avoir un impact sur l'environnement moins important, pour planter des arbres, pour faire en sorte qu'on ait une action qui soit positive, moi, j'aurais fait mon travail. Je cite souvent la légende du colibri. Lorsqu'il y a un feu qui arrive dans la forêt amazonienne, tous les animaux s'en vont, et puis il y a un petit colibri qui fait des va-et-vient, qui met une goutte d'eau sur l'incendie. Tous ses copains lui disent, le regardent, et il y a le têteux qui lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et le colibri dit « Je fais ma part ». Donc je pense que si chacun fait sa part, on fait évoluer les choses. Donc moi je sors de ce sommet de la Terre avec l'envie d'aller encore plus loin. Et c'est ça qui me motive. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont là. Justement, votre ressenti, Bernard nous demande quel est votre ressenti sur les événements que vous vivez cette semaine à Rio. C'est multiple, hein. Il y a le ressenti politique, donc ça c'est très feutré, organisé, et il y a les ressentis de la société civile. Hein. Avec cette association de la VRD, voilà, on était avec 1500 jeunes en train de faire la fête et montrer que ces jeunes-là, brésiliens, étaient en mouvement. Je pense que, encore une fois, la société civile, les ONG ont un rôle très important. Quand je travaille avec une ONG au Brésil, je sais qu'on va faire un travail qui va être local, avec des personnes qui connaissent leur pays, qui connaissent leur terre, qui connaissent les personnes. Et on va évoluer comme ça, on va faire un bon boulot. Donc pour moi, il y a une forme d'énergie qui se développe de ça. Et puis le Brésil est un pays qui est énergisant. Voilà. L'énergie du Brésil. Samuel Corchia et Pauline nous demandent, êtes-vous optimiste ou pessimiste pour l'avenir de notre planète suite à votre présence à Rio? Je suis combatif. Non, je suis combatif. Je crois que si on est pessimiste, on se dit, bah ouais, il faut arrêter tout, qu'est-ce que je peux faire? Si on peut être optimiste, mais il ne faut pas que ce soit un optimisme béat, je dirais. Donc je pense que je suis combatif parce que, encore une fois, je rencontre des gens qui avancent. Quand on a décidé de monter Plantons pour la planète avec les Nations Unies, quand j'ai rencontré Wangari Maathai qui a eu le prix Nobel de la paix, c'était véritablement une femme qui avançait, qui avait des convictions et on ne la détournait pas de son chemin. Donc quand on rencontre des personnes comme ça, quelque niveau que ce soit, et qui ont tel ou tel projet, ça donne une pêche extraordinaire. Hein. Ça donne de l'optimisme. Ah oui, oui. Et puis ça dit que l'homme a la capacité d'agir. Ça, pour moi, c'est important. Chacun a son rôle à jouer et arrêtons d'être tout le temps pessimiste, parce que le pessimiste nous emporte et puis voilà, on n'avance pas. Mais justement, Alice Audouin nous demande quel est le mood. C'est chaud, c'est froid? On va dans le mur ou bien on va trouver une solution? Qu'est-ce que tu sens? D'abord, bonjour Alice, je la connais. Non, mais d'abord, au Brésil, c'est chaud. Hein. On entre en hiver, mais... C'est un peu humide là aujourd'hui. Là, c'est un peu humide, certes, mais... non, je pense que c'est un pays chaud. J'ai chaud aussi au niveau de la population. Donc, moi, pour moi, c'est un pays, je connais bien ce pays pour être allé 7-8 fois, dans sa diversité, à la fois de cités et puis de nature puissante. Encore une fois,
pour moi, bien sûr qu'on dira, bah oui, mais les États ne sont pas mis d'accord, bon, etc., etc. Ça, oui. Ça, je pense qu'on va arriver à un constat qui va être douloureux, difficile. Mais de l'autre côté, encore une fois, j'ai ces exemples de la société civile qui est en action, et ça réchauffe le cœur. Et ça, pour moi, c'est important. Le cœur, le cœur, le cœur. On n'en parle pas suffisamment, mais je pense qu'avec le cœur, on peut faire énormément de choses. Alors, Vallombreuse, pour Vallombreuse, quels sont vos sentiments face aux rumeurs qui disent que ce sommet de la Terre est mal parti? Bah, c'est ce que je disais, c'est encore une fois le conflit entre des sociétés qui évoluent très très vite. Vous voyez un pays comme, encore une fois, Rio il y a 20 ans et Rio aujourd'hui, la Chine s'est transformée, l'Inde, le Brésil, etc., l'Indonésie, enfin bon, la Russie, bon, tous ces pays-là, donc ces pays ont soif de développement. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc politiquement, ça sera extrêmement compliqué. Mais encore une fois, moi j'insiste sur la société civile, le monde des entreprises, parce que le monde des entreprises a un rôle essentiel. Donc, encore une fois, nous en créant une association avec des professionnels de la cosmétique, que ce soit Clarins, Chanel ou Estée Lauder, on s'est mis en mouvement à notre niveau. Encore une fois, ce n'est pas le monde de la cosmétique qui va changer totalement notre société, mais on y participe. À son niveau, vous y participez. Ah, Jeanne nous demande si la France, le gouvernement, est représenté à Rio. Ben, il est représenté au plus haut niveau, puisque le président de la République est aujourd'hui à Rio. Et je pense que c'est important. Il y a certains chefs d'État qui ne sont pas là. C'est important que le président Hollande soit là pour à la fois témoigner et puis montrer aussi sans doute notre engagement pour avancer sur ce vaste sujet. Il est là et puis il est accompagné. C'est-à-dire qu'il est accompagné de 4 ministres, ce qui n'est pas rien. Oui, je pense que c'est un signe intéressant et important. D'autant plus qu'effectivement, il y a des grosses têtes mondiales qui ont décidé de ne pas venir. Nous allons passer à notre deuxième partie de cette émission avec les internautes et parler justement de Plantons pour la planète. Donc cette action phare de la Fondation dont vous allez nous parler maintenant. Donc tout simplement, Sylviane demande qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que Plantons pour la planète? C'est très simple, comme je dis, c'est mettre ses mains dans la terre déjà. Quand on met les mains dans la terre, j'étais hier dans une favela de Rio avec une association extraordinaire et on était avec une trentaine de jeunes à planter un arbre dans cette favela et on était ensemble, c'était vraiment intéressant. Je pense que ça c'est essentiel, on est de plus en plus déconnecté par rapport à la nature. On voit les arbres un peu comme des arbres de décoration, d'alignement, mais les arbres sont essentiels à la vie. Ils apportent des ressources alimentaires, ils permettent de retenir l'eau, donc ils ont un rôle bien évidemment lié à la biodiversité. Donc cette action, elle est d'abord basée sur le cœur et sur l'humain, et sur la rencontre avec, comme je disais, sur l'association de Naverdé, mais que ce soit en Inde, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Sénégal, que ce soit en France, eh bien, on rencontre des personnes qui aiment planter des arbres et surtout qui participent à cette bel enjeu de reforestation. Alors c'est encore une fois c'est à petit niveau, mais moi ce qui m'importe c'est encore une fois l'exemplarité et ce qui fait que d'une utopie, je suis parti avec 1 million d'arbres, je suis aujourd'hui à 50 millions d'arbres. Au début, on me prenait pour un fou, quelque part, quelqu'un, 1 million d'arbres. Et en fait, je rencontre en Inde Sadhguru qui veut en planter 100 millions. Bon, etc., etc. Donc, c'est encore une fois une belle opération parce que au cœur de cela, il y a les enfants, les femmes, les hommes qui participent directement, localement à ces plantations. Qui mettent les mains dans la terre. Essentiel. D'où vous est venue justement cette idée de Mansoren de planter 1 puis 50 millions d'arbres? Je crois que c'était d'abord, j'ai signé cette convention avec Wangari Maathai qui avait reçu le prix Nobel de la paix
aux Nations Unies à Nairobi. Et c'est vrai que c'était une première étape. Et je me souviens de cette rencontre avec Wangari, qui était une femme incroyable. Elle me dit, vous savez, vous avez une force extraordinaire. Je dis, oui, mais elle me dit, vous avez plus de 40 millions de femmes qui achètent vos produits. Donc si vous savez les toucher au cœur, c'est pas 1 million que vous allez planter, c'est 10, 15, 20, 30, etc. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, voilà, c'est les actions que l'on mène ici en France, ou ici en Portugal, au Canada, au Mexique, en Russie, en Ukraine, en Allemagne, etc., qui font que on est passé de cette utopie de millions à 50 millions. Et alors on les met où ces arbres? Karima nous demande où sont-ils plantés? Ils sont plantés voilà, à travers le monde. Hein. Ce livret de Plantons par la planète met en avant justement les actions de terrain, comme je dis, au Brésil, en Inde, en Éthiopie, au Sénégal. Voilà, en France, bien évidemment, on va planter plus d'1 million d'arbres en France, parce qu'on m'a dit que ce n'est pas nécessaire de planter des arbres en France, parce que la forêt se développe. Mais on a détruit 500 000 km de haies en France. On travaille avec des associations locales, avec des agriculteurs, des écologistes, des naturalistes, etc. Et voilà, je pense que c'est très utile de mettre les mains dans la terre. Alors donc, justement, là, vous en êtes à combien aujourd'hui? On en est à 18 millions d'arbres. 18 millions. Et votre objectif, c'est 50 millions? Oui. Mais vous savez, c'est beaucoup et peu. Lorsqu'on se dit, hein, c'est peu parce que c'est 3 jours de la déforestation de notre planète. Donc il faut rester humble. Il faut vraiment se concentrer sur le terrain et détecter les associations, les individus qui sont vraiment dans l'action, dans la passion et dans l'envie de faire. Et quand on a ces ingrédients-là, on déplace les montagnes. Alors il y a Issia Boulez qui nous dit bonsoir, je suis OK pour planter des arbres à l'étranger, mais pourquoi oublier les Landes où tant de pins sont tombés suite à une tempête il y a 2 ou 3 ans? Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est que c'est une question intéressante parce que pourquoi aller planter des arbres au bout du monde et ne rien faire en France? Nous travaillons sur le territoire français, nous travaillons dans les Landes, on a travaillé avec l'ONF, hein, qui est quand même l'institution française qui gère les forêts. L'Office national des forêts. Office national des forêts, tout à fait. Et puis, c'est ça qui me paraît intéressant, je dis toujours, ici et ailleurs. Ici, on est au sommet de la Terre, donc est-ce qu'on doit travailler uniquement sur le territoire français? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler, comme je disais, j'étais la semaine dernière en Ukraine, j'étais il n'y a pas très longtemps en Thaïlande, en Inde, au Mexique, en Europe, où on a des choses à faire. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est pas. Et puis, l'arbre permet de nous reconnecter avec la nature. Quand on plante aussi des arbres dans les villes, parce qu'il faut planter des arbres dans le milieu rural, ça a un intérêt, mais c'est aussi très intéressant d'en planter dans les villes. Vous en plantez dans les villes? Et je vous dis, là, il y a 15 jours, j'étais à Kiev et on plantait des arbres avec une 50aine de personnes dans le centre-ville de Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine. Anne Caclin vous demande, est-ce qu'il y a de nouveaux spots de plantation qui vont être ouverts dans les prochains jours? Il y a ce spot-là, justement, en Brésil. Hein, j'ai signé la convention aujourd'hui même avec Onda Verde. Et puis, on travaille aussi avec nos équipes à l'étranger. Je prends le cas portugais. Eh bien, l'équipe d'Yves Rocher Portugal a souhaité développer une action au Portugal. L'équipe de Yves Rocher en Pologne, pareil, Yves Rocher en Russie, Yves Rocher au Mexique. Donc ça, c'est intéressant parce que ce sont les équipes localement. Ce sont les Mexicains, ce sont les Portugais, ce sont les Français qui ont envie de faire. Et pour moi, c'est tout à fait déterminant aussi dans l'action et puis dans la pérennité de cette action. Parce que, comme me disent souvent les équipes, que ce soit en France, au Portugal, en Allemagne, etc., ce sont eux, citoyens de leur pays, qui font leur action. Et ça voilà, c'est pour moi une garantie dans le temps et la pérennité. Christelle nous demande, est-ce que cela permet réellement de lutter contre la déforestation? Je crois qu'il ne faut pas confondre. D'un côté, il y a la déforestation,
Et il y a un processus qui est très lourd, que ce soit en Amérique du Sud, ou en Asie, ou en Afrique. Et il faut protéger ces forêts. Donc, et il y a des organismes qui travaillent dans ce sens-là. Hein, des ONG qui travaillent dans ce sens-là pour alerter et protéger ces forêts. Nous, ce n'est pas notre choix. Enfin, quand je dis c'est pas notre choix, ce n'est pas notre rôle. Dans le sens où on a une action sur laquelle on veut véritablement être un acteur qui agit véritablement. Donc on ne peut pas être partout. Mais encore une fois, la question est excellente. Il faut à la fois protéger et il faut planter. Et en plantant, en même temps, en remettant les mains dans le cambouis, dans la terre, on se remet en lien avec la forêt et on la protège sûrement mieux par ailleurs. Et puis, il y a encore une fois, il faut reconnecter les personnes qui vivent dans les villes avec la nature. Il faut les reconnecter parce que ce sont eux les leaders aussi. Ce sont des gens qui sont dans les villes, qui sont leaders et qui ont la capacité de faire évoluer les choses. Donc pour moi, c'est essentiel de jouer sur cette double dimension. À la fois, là où il y a des lieux de plantation importants à faire en nature parce qu'elle a été dégradée, il faut le faire, mais il faut aussi travailler dans la cité. Claudie souhaite savoir comment assurez-vous le suivi de toutes ces plantations? Alors on travaille avec nos équipes locales, dans les pays dans lesquels j'évoquais, dans lesquels on plante des arbres. Et puis j'ai un comité d'experts qui me permet de vérifier, de valider, à la fois en amont, le choix de l'ONG avec laquelle on va travailler, et bien évidemment dans le suivi. Très récemment, cette équipe était en Inde, puisqu'on a un très gros programme de 15 millions d'arbres. Bon, ben, elle a fait une trentaine de pépinières. Donc elle a parcouru quelques kilomètres, et l'Inde c'est pas facile, je peux vous dire, pour vérifier la réalisation de ces pépinières et tout le programme de plantation qu'il y avait derrière. Et j'insiste aussi sur un fait, c'est que quand on a des personnes, il y a des ONG, mais il y a aussi des êtres humains. Quand on est en Inde, on travaille avec des paysans indiens, et pour eux c'est utile. J'étais en Bretagne récemment, je plantais des haies avec aussi des paysans bretons, et bien c'était utile pour eux. Donc c'est pas, encore une fois, et ça c'est un signe important de pérennité. Quand on a des gens dont on sait que ils vont planter des arbres avec une utilité derrière, c'est quand même un signe important à la fois de pérennité et puis de voir que c'est utile pour eux. C'est utile pour les gens sur place. Christiane Filâtre nous demande quel est le taux de réussite des plantations effectuées après 2 ans, 4 ans. Vous avez un petit bilan là-dessus? On est de l'ordre de 90 à 95%. Je pense que c'est, encore une fois, ce qui est important, c'est de travailler avec les gens sur place. Il ne faut pas se dire... et donc, moi j'insiste vraiment beaucoup, à la fois par le travail des ONG et l'intérêt véritablement pour la population, pour les arbres qui sont plantés. À partir du moment où il y a un intérêt pour la population, ils vont en prendre soin. S'il n'y a pas d'intérêt, à un moment donné, ils les regardent, et puis voilà. Moi j'étais en Éthiopie il y a longtemps, nous étions avec la population. Et pour eux c'était véritablement utile. Et je peux vous dire que les trous qu'ils faisaient pour planter des arbres, il y avait d'un côté le trou pour l'arbre, et d'à côté, il y avait un trou pour recevoir l'eau quand il y a de la pluie. Donc c'était un travail colossal. Donc pour eux, c'est un intérêt vital. Donc à partir de ce moment-là, on a des taux de réussite qui sont... Oui, 90%, c'est... Qui sont importants. Oui, bien sûr. Mais il faut surtout évacuer le fait de se dire, on plante des arbres, et puis après, derrière... voilà, c'est comme... Alors justement, on plante derrière, et puis après, Inch'Allah. Mais non, en fait, Mariana, je demande jusqu'à quand aura lieu l'opération de plantation d'arbres? On ne sait pas, on s'est donné un objectif de date, mais moi je sais que dans la vie, il faut... comme je vous dis, au début, on se disait 1 million, puis après, on est passé à 50 millions. On a cet objectif à 2014, et puis on verra. Je pense que... Pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? Parce que ce qui est essentiel, c'est que ça nous relie. Et j'insiste sur la force de tout à chacun, et qui fait qu'à un moment donné, la petite graine qu'on a plantée, ça se démultiplie.
Et là, Marie nous demande, est-ce que vous allez exploiter par vos soins les arbres que vous plantez dans le futur? Non, c'est une ressource pour vous? Non, pas du tout. C'est pas le propos. Le propos, nous, c'est la Fondation a son rôle à jouer. Elle est là pour planter des arbres. Elle est là pour valoriser aussi des femmes qui agissent avec Terre de Femmes. Il n'y a pas derrière d'implication, d'utilisation cosmétologique des arbres que l'on plante. Moi, je crois que ça, c'est essentiel pour nous. C'est essentiel. On a notre rôle à jouer, on a notre travail à faire. Faisons-le. Après, la marque Yves Rocher, elle travaille sur les filières végétales, comme je disais tout à l'heure, et elle a son rôle à jouer aussi d'exploitation, et encore une fois, dans le bon sens du terme, de la biodiversité. Parce que quand on valorise une matière première végétale, moi, je n'oublie pas que mon père a commencé comme ça. Hein. Et c'est grâce à une plante qui s'appelle la ficaire qu'il a développé son entreprise. Elle ne l'a pas développé simplement pour lui, parce qu'il a apporté de la richesse aussi pour les gens qui récoltaient en Bretagne à l'époque. Donc ça pour moi c'est important. Donc d'un côté la Fondation a son rôle à jouer, de l'autre côté la marque Yves Rocher a son rôle à jouer. Et on parlera justement du rôle de la marque un petit peu plus tard. Alors justement, encore sur l'avenir, Jackie voudrait savoir quand vous aurez atteint votre objectif, qu'est-ce que vous ferez? Vous passerez à 100 millions? Mais peut-être. je dis quand on rencontre des femmes extraordinaires, comme Wangari Maathai, comme Diane Fossé, Diane Fossé a 75 ans, la dernière fois que je l'ai encore rencontrée, c'est elle qui s'occupe entre autres de la protection des grands singes, mais c'est des personnes qui ont une énergie extraordinaire. Ce sont des personnes qui nous éclairent. Bon, ces personnes-là, à un moment donné, je ne pense pas qu'elles se sont dit, oh ben voilà, j'ai atteint mon objectif, j'arrête et je me mets à la retraite. Impossible, impossible. Diane Fossé passe son temps à défendre, à transmettre, à donner de l'énergie aux enfants. Moi je ne suis pas du tout dans cette étape-là. On me dit tiens, ben voilà, j'ai rempli mon rôle, mon contrat et je m'arrête là. Je pense qu'on verra. Et encore une fois, j'insiste sur la dimension des rencontres, parce que c'est ça aussi qui nous fait avancer. Alors, Chantier nous demande, plantez-vous toujours un arbre pour un produit acheté, comme indiqué sur un bon de commande passé ce jour pour un produit écolabel, un arbre planté? C'est une évidence, bien sûr. Bien sûr. Et c'est important parce que c'est ce que disait Wangari Maathai. La force, c'est la relation que nous avons avec des femmes à travers le monde, des millions de femmes. Et cette force-là est extraordinaire. Encore une fois, les femmes ont un rapport aussi avec l'environnement qui est tout autre que celui des hommes. Et moi, j'apprécie de façon incroyable ce retour que nos clientes nous font et le pouvoir qu'elles ont pour nous faire justement avancer et faire en sorte que grâce à elles, on continue à mener ce type d'action. Donc c'est évident que pour nous, c'est essentiel. Et ces produits qui symbolisent justement aussi cette démarche-là, nous permettent de démultiplier l'action. Et plus il y a de clientes qui s'engagent dans cette démarche, et plus nous, on jouera notre rôle de petit terrien. Plus vous multiplierez les millions d'arbres plantés. Tout à fait. Marie B souhaite savoir si on peut faire des dons pour cette opération autrement qu'en achetant des produits Yves Rocher. Oui, bien sûr. La Fondation Yves Rocher est sous l'égide de l'Institut de France. L'Institut de France, c'est les académies françaises, belles-lettres, etc. Et la Fondation Rocher, donc juridiquement, est sous l'égide de l'Institut de France. Donc on peut faire des dons qui seront déduits fiscalement et qui permettront justement de soutenir notre développement et nos actions. Directement à la Fondation Yves Rocher. Et ensuite, Quentin, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre une opération telle que la tribu des planteurs, la tribu? La tribu, moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est ça qui est, encore une fois, quand on touche le cœur des êtres humains que nous sommes, on crée une formidable énergie. Et quand on a pensé justement à cette tribu des planteurs, parce qu'au début, effectivement, moi je voulais donner de l'humanité et montrer que, effectivement, derrière ces opérations de plantation, il y avait des femmes, des hommes de diverses origines, de divers pays qui agissent. Et quand on a commencé cette idée de la tribu des planteurs,
passer l'arbre, etc. Ça a été un moyen de montrer aussi que cette conscience-là, elle était planétaire. Qu'on soit australien, chinois ou français ou brésilien. Et que cette notion, pour moi, d'attribut des plantaires est assez essentielle parce que elle donne aussi un esprit très participatif à ce que l'on fait. Et moi, dans ce que je fais, je veux qu'il y ait du plaisir. Il faut arrêter de passer sa vie et dire, voilà, l'écologie, c'est la fin du monde, etc. Non, il y a du plaisir. Et quand on a du plaisir, on a une formidable énergie pour agir. Sandrine, l'internaute Sandrine, que puis-je faire pour rejoindre la tribu, pour agir concrètement? Comment on fait pour rejoindre la tribu? D'abord, on poste la vidéo, hein, et on en a pas mal qui ont été postés. Et puis, on soutient nos actions. Et puis, si jamais on veut aussi aller plus loin, c'est participer peut-être au Trophée Terre de Femmes, parce qu'on est une femme qui a un projet et qui veut aller plus loin. Dans Plantons pour la planète, on a bon nombre de lauréates qui sont issus de Terre de Femmes. En Éthiopie, en France, au Burkina Faso, etc. Ces femmes-là, à un moment donné, on a remis ce prix Terre de Femmes, et puis on a vu qu'on pouvait faire encore un bon bout de chemin ensemble. Eh bien, on le fait avec un très grand plaisir. Bab souhaite savoir s'il y a des moyens de voir les vidéos tournées au cours de vos voyages sur les plantations. Vous les avez mis en ligne quelque part, peut-être? Oui, il faut aller sur le site de la Sur Fondation. le site de la Fondation Yves Rocher. Voilà, sur la Fondation, puis je pense que YouTube, etc., il y a aussi les moyens de... Peut-être en faisant une recherche, Bab, Oui. sur YouTube, en écrivant voyage plantation Yves Rocher, vous devriez peut-être trouver quelques Et on trouvera images. la tribu des planteurs en action. Ah, Pauline souhaite savoir quel est votre arbre préféré. Vous avez un arbre préféré? Là, Vous aimez tous les arbres? J'étais ce matin avec l'équipe d'Onda Verde, on avait le Pau Brasil. Le Pau Brasil, c'est le nom de... C'est un nom d'arbre. Hein, ce qui fait que ce pays a ce nom-là. Donc pour moi, c'est un arbre extrêmement symbolique. Mais j'ai pas d'arbre préféré parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la biodiversité. Oui, c'est tous les arbres. Quand j'étais au Liban et je plantais des cèdres, c'était extraordinaire. Quand j'étais au Maroc, je plantais des arganiers, c'était extraordinaire. Ou j'étais en Sénégal en train de planter reconstituer de la mangrove, c'était extraordinaire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité. Et on est dans un monde de diversité. Voilà, j'adore les arbres parce que aussi ils nous permettent de voir un peu plus loin que nous-mêmes. Je pense que ça, c'est essentiel. Les arbres, je me souviens au Liban, quand il y a une opération au Liban avec les différentes représentants des religions, eh bien, on plantait des petits cèdres, et à côté, j'avais un cèdre qui avait 2000 ans. C'est une autre échelle. Hein. Respect. Respect. On va passer à la troisième et dernière partie de ce chat avec les internautes, et donc parler de la marque Yves Rocher et du développement durable au sein de la marque Yves Rocher, puisque vous êtes aussi directeur prospective et développement durable du groupe Yves Rocher. Donc, une première question sur ce sujet, c'est comment la marque intègre le développement durable et va-t-elle aller plus loin? C'est Brigitte qui nous pose cette question. Oui, Brigitte, je crois qu'il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Moi, j'insiste beaucoup sur ce qui ne se voit pas pour les femmes qui achètent nos produits. Nos usines ne se voient pas. Les usines que nous avons en Bretagne, nos clientes ne les voient pas. Et pourtant, on fabrique 300 millions de produits par an dans nos usines. Nos usines, on a passé récemment, avec Alain Bougrain-Dibourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, une convention avec la LPO. On a une usine qui fabrique des parfums à Plermel. Eh bien, cette usine, il y a 14 hectares. On est en pleine nature. Eh bien, on travaille avec la LPO. Ils ont fait l'étude de la biodiversité. Et les salariés travaillent avec la LPO pour à la fois booster la biodiversité qu'il y a sur ce site-là, par des nichoirs, par des plantations d'arbres, etc., etc. Et ça, j'insiste beaucoup parce que souvent,
il y a beaucoup de choses qui se font et qui ne se voient pas, et pour moi c'est extrêmement important. On a une chaudière au bois dans une de nos usines qui permet à la fois de créer un emploi en Bretagne, de chauffer donc, avec des matières renouvelables, le bois, hein, de faire une économie de 1000 tonnes de CO2 par an, et en plus, d'après les échos des salariés, ils trouvent que la chaleur est meilleure. Donc ça, c'est le rôle du développement durable, c'est faire en sorte qu'on continue à avancer, d'un côté à diminuer notre impact sur l'environnement, même à le booster, hein, parce que moi j'insiste beaucoup là-dessus, et puis d'autre côté, ben, sur nos produits, ce qui est peut-être le plus visible, de travailler à la fois sur la traçabilité de nos matières premières végétales, à la fois sur nos formules, à la fois sur l'éco-conception de nos packaging. Hein, on a des packaging maintenant où on a 50, 60, 70% de matières qui sont recyclées. Donc tout ça, c'est un travail quotidien. Et pour moi, c'est essentiel. Ça, c'est le travail de toutes les équipes que l'on ne voit pas, mais qui font qu'à un moment donné, on a un acte. Le rouge à lèvres, par exemple, on a décidé de ne pas mettre de plomb pour lester nos rouges à lèvres. Bon, c'est 50 tonnes de plomb en moins. Alors, la consommatrice, ça ne le voit pas forcément. Alors là, je suis désolé, mais c'est Rio plus 20, donc là, c'est les chefs d'État qui... On a un chef d'État qui passe au-dessus de notre tête. Voilà, je crois, et ça, c'est essentiel. C'est vraiment un travail de tous les instants, et où la participation de tous les salariés d'Yves Rocher est essentielle à l'évolution. Et qui va d'un bout à l'autre de votre activité. Nous sommes botanistes. On a un jardin botanique, on a des botanistes qui étudient les plantes, nous sommes récoltants, nous cultivons nos plantes, on a 50 hectares de champs de fleurs bio, nous sommes producteurs, nous fabriquons nos propres produits et nous sommes distributeurs à travers nos magasins, la vente par correspondance, Internet. Donc on a la globalité. Et c'est ça aussi qui est intéressant, avec toutes les équipes, eh bien, on va dans le même sens. Agir sur l'ensemble de cette chaîne de fabrication, production, distribution. Pinet nous demande, dans vos produits de beauté, que mettez-vous comme plantes du Brésil et sont-elles bio? Oui, on a plusieurs plantes qui viennent du Brésil, l'Andiroba en particulier, et ces plantes, moi je me souviens justement d'un séjour que j'ai passé en forêt. J'avais appris beaucoup de choses au contact des populations qui vivaient en relation étroite avec la forêt. J'ai découvert qu'une plante, alors c'était empirique, mais à un moment donné, il y a une personne en pleine forêt qui me dit, tiens, regardez, ça, c'est le jaguar qui vient là se griffer l'arbre, et s'il est blessé, bien, il vient se frotter. Ça, c'est fabuleux, parce que... C'était une plante médicinale pour le jaguar. Oui, mais c'est vrai que quand on est en France, forêt tropicale, on n'en a pas beaucoup, quoi qu'on en a en Guyane quand même. Mais ça, c'est vraiment intéressant aussi d'aller directement dans les sites et de travailler avec les populations et avec des scientifiques. Moi, j'insiste aussi sur le rôle des scientifiques pour derrière comprendre l'intérêt de l'utilisation d'une plante, que ce soit au niveau des soins du visage ou des produits amincissants, d'hygiène, etc. Daniela souhaite savoir pourquoi la marque Yves Rocher est-elle présente à Rio et quel est le rôle d'une entreprise dans ce grand rassemblement? La marque Yves Rocher est présente parce que déjà elle a un rapport avec la nature qui ne date pas d'il y a 20 ans et qui date de ses origines, et je pense que, comme je disais tout à l'heure, nous travaillons avec les Nations Unies. Nous travaillons pour faire évoluer la traçabilité, en particulier sur les matières premières végétales. Nous travaillons pour mettre en œuvre des opérations avec des populations locales. Nous avons des experts chez nous qui sont en rapport à la fois avec les Nations Unies, mais aussi ces populations locales. Et c'est là où c'est intéressant, à un moment donné, quand on a une réunion comme celle d'aujourd'hui, c'est qu'on met autour de la table différents intervenants qui ne se verraient pas ou peu. Puis après, on se dit, voilà, quelles sont les évolutions que nous pouvons mener ensemble
Et c'est le rôle qu'on s'est attribué, en tout cas au niveau d'Yves Rocher sur le sommet de la Terre. Ce que notre internaute ne sait peut-être pas, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues à Rio. Bien sûr. Et le rôle des entreprises est essentiel. Parce que on a les États, on a la région Bretagne, je suis breton, je suis élu, la région Bretagne est présente. La région Bretagne a passé une convention avec l'État de Rio. Il y a tout un travail qui est en train de se faire. Donc les collectivités territoriales sont présentes, les entreprises sont présentes et les ONG sont présentes. Donc tout ce monde-là échange. Et ça, c'est important. Evelyne voudrait savoir qu'allez-vous porter concrètement comme message en tant qu'entreprise ces jours-ci à ce sommet ou auprès des gens que vous rencontrez. Ce que je vous disais, il y a le message de la marque Yves Rocher où effectivement en se fédérant avec des autres marques, on n'est pas les concurrents, mais en même temps on fait le même métier, en se fédérant pour avancer sur tout l'aspect, la traçabilité de nos filières végétales. C'est un message important. C'est un message très important. Des groupes de différentes origines, en travaillant sur cette notion globale du développement durable. Parce que toute entreprise a un impact sur l'environnement. Mais comment on évolue à la fois pour être productif, efficace, et en même temps réduire notre impact sur l'environnement. Ça, pour moi, c'est des sujets sur lesquels on travaille en permanence. Mais quand on revient d'un sommet comme ça, on a encore envie d'aller plus loin. Est-ce que la marque, nous demande Fabienne, contribue aux actions de la Fondation? De quelle manière? La marque a un rôle essentiel parce que elle a ce contact avec plus de 40 millions de femmes à travers le monde. Donc ce contact-là, à partir du moment où à travers nos magasins, à travers notre vente par correspondance, nos mailing internet, on fait passer des messages de la marque et que la marque dit écoutez, si vous achetez ce produit-là, vous allez soutenir la Fondation, elle a un rôle tout à fait essentiel. Elle permet de démultiplier notre action et elle nous permet, nous, Fondation, de travailler avec plus de 25 ONG à travers le monde pour faire ces opérations de plantation d'arbres. Et puis on a d'autres partenariats. On a des partenariats avec des médias, on a des partenariats avec d'autres entreprises. On a travaillé avec Truffaut, par exemple. Et je pense que c'est très important, ça. Ce pouvoir de démultiplication. Et il faut bien aussi considérer que la marque Yves Rocher est la marque préférée des Françaises, toutes marques confondues. Et ça, c'est fabuleux. Et ça donne du peps et de l'énergie à la Fondation. Non, mais si on est préféré, si on est marque préférée des Français, c'est pas pour rien. C'est que on offre des produits de qualité à des prix accessibles et je pense qu'on sait aussi parler au cœur des femmes. Ça, dans une éthique c'est important. Bien particulière. Isabelle voudrait savoir si le développement durable n'est pas un effet de mode pour vous comme pour beaucoup d'entreprises. Effet de mode, le développement durable? Depuis 20 ans, parce que ça commence à durer. Non, parce que franchement, moi je suis né dedans, j'étais directeur de l'environnement il y a 20 ans. Et alors maintenant, le développement durable, c'est une notion plus vaste qui associe l'économique, le social, l'environnemental, le sociétal. Bon. Mais que c'est un peu pareil quand même sur le fond. Et nous, Yves Rocher, ça fait 50 ans qu'on a fait, mon père, quand il a créé sa marque, sans le savoir sans doute, il a fait du développement durable. Parce qu'il avait un objectif, c'est que son village à Lagacy, en Bretagne, ne crève pas. Il voulait créer de l'emploi, créer de la richesse, du développement, etc. Donc, en tout cas pour nous, moi ce que je dis toujours, le meilleur exemple, c'est d'aller voir ce qui s'est passé à Lagacy. Et ce qu'est Lagacy. Voilà, je crois que c'est la meilleure preuve pour montrer que, pour nous en tout cas, le développement durable, c'est loin d'être un effet de mode. Alors, il y aura peut-être d'autres mots dans 5 ans, dans 10 ans, mais le fond sera toujours le même. Non, ça ressemble plus à une raison d'être pour vous que... c'est dans notre ADN. Voilà, c'est dans votre... ADN. Ségoura Rosemary demande pour quelles raisons la protection de l'environnement n'intéresse-t-elle pas un plus grand nombre? Est-ce mal relayé par les médias? L'éducation reste-t-elle à faire, autant pour les enfants que pour les adultes?
C'est une très bonne question. Je pense que les médias ont un rôle extrêmement important à jouer. On a tendance à envoyer en permanence des messages négatifs. Et ça, c'est épuisant. Et je le dis moi à travers le monde, à chaque fois que je rencontre ou je monte des opérations, sur l'importance du rôle des médias pour transmettre, donner des notions aussi positives. Il y a de belles actions qui se passent à travers le monde. J'étais dans cette favela hier et je voyais tout le travail qui était fait avec cette association vis-à-vis de ces jeunes qui travaillent la photographie. Il y a de belles actions. Voilà. Et ça, je pense que le rôle des médias est essentiel. Et vous avez un gros boulot et un grand rôle à jouer. Et maintenant, après, il faut effectivement, je pense, continuer à œuvrer et ne pas sombrer dans le pessimisme. Parce que dès qu'on commence à tomber dans le pessimisme, derrière, on se dit, non, pourquoi le faire? Le pessimisme, c'est la grande question justement ici, c'est est-ce qu'on est pessimiste et qu'on s'en va, ou est-ce qu'on est optimiste et puis on attend de voir si on va réussir à trouver quelque chose. La prochaine question, c'est un témoignage. OC Musao, qui est une ONG, nous dit « C'est avec un réel plaisir et une grande satisfaction que je félicite les actions menées par votre organisation dans le cadre de la préservation de la nature, pour laquelle je suis aussi engagée. » Donc c'est plutôt un témoignage de sympathie. Et puis, avant de conclure, est-ce que vous êtes optimiste encore ou pessimiste, là, juste pour de petites conclusions? Non, mais moi, je suis pas... Alors, on a discuté, vous êtes devenu optimiste à la fin de notre conclusion. Moi, je pense qu'en tout cas, le nombre de questions qui sont arrivées là aujourd'hui sur le chat des internautes me semble assez agréable. C'est-à-dire on se dit, les gens ont envie de savoir, s'intéressent à ces sujets-là finalement. D'abord, je remercie tous les internautes pour toutes ces questions qui sont vraiment qui font avancer. C'est vraiment important. Et puis, encore une fois, avançons dans nos idées. Nous avons le pouvoir d'éclairer tout à chacun dans notre petit niveau. Et après, le cercle peut s'agrandir. Moi, j'ai des raisons d'être optimiste, combatif. Voilà. Parce que, je vous le dis, je rencontre à travers le monde des gens qui, non pas se battent, font les choses avec plaisir. Non pas simplement, on combat, mais font les choses avec plaisir. Le plaisir des rencontres, le plaisir de participer, le plaisir de travailler avec des enfants, de voir leur énergie communicative et leur sourire. Moi, c'est ça qui me motive. Moi, cette image-là de cet enfant en Éthiopie, c'est on voit l'Éthiopie en disant l'Éthiopie, voilà, c'est l'horreur, etc. Quand je suis en Éthiopie, je vois des paysans, même si c'est difficile, mais qui sont là et qui avancent. Donc moi, je veux qu'on garde cette image-là. Le plaisir. Plaisir et énergie, mais c'est sur ces deux mots, plaisir et énergie, qu'on va se quitter en remerciant tous les internautes qui nous ont posé des questions, qui vous ont posé des questions aujourd'hui. Et à très bientôt, j'espère. Merci à vous. Yeah, yeah, yeah.